messieurs, bonjour. Cet après-midi, il fait gris et cet après-midi, c'est Touzani. Ça tombe bien, c'est du soleil, Touzani. Sam, c'est un vieux complice. On travaille avec lui depuis de nombreuses années maintenant. C'est un raconteur d'histoires hors pair. C'est un chorégraphe, auteur, comédien, stand-upper. C'est un papa. C'est un fils aussi. C'est un frère. Je vous laisse en sa compagnie et en la compagnie d'Éric Russon. Et je vous embrasse très fort. Eh ben on y Est-ce que va. quelqu'un peut éteindre dans la régie, s'il vous plaît? Vous allez vous saouler. Je ne sais pas, monsieur. On s'adresse Je voudrais vous parler de aux la vie. spectateurs en leur racontant une histoire. L'acteur est un artisan et c'est tout. Et les drames font rire. On avait besoin de rire. Et que ça fait du bien parce que ça valide aussi le droit qu'on a d'être... Ce théâtre. Évidemment, ça peut paraître bizarre, dérisoire, même de se retrouver dans un théâtre après ce qui s'est passé, pour passer une bonne soirée. En même temps, je pense que le théâtre est là pour justement pour réunir les gens, pour les réunir devant des propos, devant des textes, devant des comédiens, comme ce soir par exemple, et qui délivrent un autre message qu'un message de haine, qu'un message de violence. Donc merci au théâtre de rester ouvert, même quand ce genre de drame de boucherie a lieu pas loin de chez nous, parce que voilà, c'est une heure 20 de train. Et donc nous allons essayer quand même de passer une bonne soirée, mais aussi de développer des choses. Alors le comédien avec lequel je vais m'entretenir ce soir, pour moi c'est un peu une boule à facettes. C'est à la fois un comédien, c'est un auteur, un homme de théâtre, un homme de seul en scène, c'est un danseur aussi. Je ne sais pas si quelqu'un, enfin si parmi vous il y a déjà des spectateurs qui ont vu le spectacle. Oui, Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vont voir le spectacle ce soir? Oui. Ah. Il y en a qui viennent le revoir. Voilà, donc on ne va pas trop en dire évidemment sur le spectacle, mais c'est un spectacle qui lui ressemble. Donc forcément, en parlant de lui, on parlera peut-être aussi du spectacle, mais on vous réserve aussi bien sûr la surprise de ce que vous allez découvrir dans la salle des voûtes. Je vous demande d'accueillir Sam Touzani. Merci Eric. Merci. Merci. Salut Michel, bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir Sam. Je l'ai dit, hein, c'est pas facile hein, aujourd'hui. Non. Parce que ton spectacle parle de ça quelque part. On va un petit peu en parler si tu le veux bien. Je t'ai déjà présenté comme une boule à facettes, c'est que tu es quelqu'un en effet qui a plusieurs identités. Et toutes ces identités, elles doivent essayer de coexister dans un corps, sur une scène. Et peut-être comme première question, je voudrais savoir ce que tu penses, toi, de la force que peut avoir un comédien, un texte et un lieu comme celui-ci pour essayer de combattre, je dis bien essayer parce que c'est pas facile, Non. de combattre la barbarie. Notre démocratie parfois se sent démunie face à la violence aveugle, parce que nous, en tant que démocrates, on se dit on ne veut pas utiliser des armes, on ne veut pas la violence. Non. Répondre à la violence par la violence. Est-ce que tu crois que répondre à la violence par ce que tu fais peut être utile? Alors c'est une question, me semble-t-il, très pertinente, mais il est difficile pour moi d'y répondre. D'abord, c'est un jour particulier aujourd'hui, parce qu'on tue aujourd'hui au nom d'une idéologie, on tue aujourd'hui parce que vous êtes différent, parce que vous pensez différemment. On tue par le truchement d'une idéologie, d'un Dieu, d'Allah, d'un islamisme, d'un islam politique. Alors, il faut avoir beaucoup d'humilité en tant qu'artiste. Moi, je pense que j'ai toujours été pour la force de l'échange et contre la force de la violence. Je pense que mon objectif final, in fine, c'est de pouvoir un jour créer une véritable éthique de la non-violence. C'est pas facile, c'est pas évident, parce que la violence commence par les mots. Faut-il encore pour autant se mettre d'accord sur leur définition, sur ce qu'ils sont ou sur ce qu'ils ne sont pas? Quand je dis faire preuve de beaucoup d'humilité, bien sûr, moi, je crois profondément au vecteur artistique. Je pense qu'il permet de transformer,
de transposer, de transgresser, de nous rapprocher. Ce lieu, pour moi, fait partie de mon sacré. Et si vous ne l'aimez pas, je ne vais pas vous mettre une kalachnikov sur la tête en vous obligeant d'y rentrer. C'est en ça que c'est différent d'une idéologie politique qui, par la violence, vous extermine, nie l'autre. Ce qui est terrifiant, ce qui s'est produit à Paris, là, avec plus de 130 morts aujourd'hui, c'est qu'ils attaquent. Bien sûr, ils ont Thanatos qui vibre en eux. Ce sont des criminels, ce sont des terroristes. Mais il y a quelque chose de bien plus important. Enfin, bien sûr, il n'y a pas plus important que la vie, ni que la pulsion de vie, mais en tout cas, ils nous adressent un message très clair. Ils ont attaqué une salle de concert où le chant, la voix, la musique, les arts s'expriment. Ils ont attaqué un restaurant où les gens se nourrissent, se rencontrent. Ils ont attaqué un stade de foot où des gens viennent exorciser leur semaine en étant plus pour les rouges que pour les bleus. Donc, ils nous envoient un signal très clair en disant que nous refusons la vie, le désir, la joie, l'humour. C'est terrible pour moi, parce que ce théâtre, comme tous les théâtres, ont, me semble-t-il, une fonction. D'abord, nous ne sommes pas au théâtre pour vous dire comment il faut penser. Nous sommes juste là pour vous dire qu'il faut penser. Et chacun pense ce qu'il veut. Et c'est difficile, parce qu'à l'heure où l'on sort à tout bout de champ de son chapeau la fameuse question du vivre ensemble, que faisons-nous, nous, concrètement ? Je pense que le terreau artistique est le meilleur moyen de nous rapprocher. Faut-il encore avoir des espaces pour ça ? Faut-il encore partager des valeurs communes ? Mais il faut qu'on se mette d'accord sur ces valeurs. Moi, je suis un défenseur acharné de la laïcité, et ce n'est pas pour rien que ça fait sens chez moi. Comment séparer ce temporel du spirituel ? Si vous le permettez, parce que j'ai déjà été un peu long, hein, Eric, si tu me le permets, j'ai vraiment aujourd'hui, parce que c'est un jour un peu particulier, et je lutte entre moi pour juste faire appel à ma raison, et c'est quitter le pathos pour faire appel à un peu plus de logos, parce que c'est ce qui nous manque aussi, il nous manque l'échange vrai. Pour comprendre très modestement, parce que là encore je dis, il faut parler avec beaucoup d'humilité, nous les artistes, c'est une toute petite goutte dans l'océan, mais une goutte nécessaire, une goutte indispensable, une goutte cardinale pour mettre à distance, pour montrer nos différences, parler de cette différence, sans pour autant que la différence devienne un tout. On oublie un peu souvent que ce qui est important, c'est l'homme, la femme, la vie, l'être humain. Et si nous arrivons à mettre cette idée d'humanité au-dessus de l'idéologie, au-dessus de la religion, au-dessus même de tout soupçon, alors on peut peut-être commencer à dialoguer. Mais faut-il encore pour autant, si tu veux, Eric, que je puisse te parler de ma différence, si je peux tenter un tant soit peu de comprendre la tienne, j'ai besoin que tu sois mon égal. Et j'ai besoin d'être ton égal pour ça. Véritablement. S'il n'y a pas d'égalité, si je te regarde comme ça en permanence, ça ne va pas. Et si je suis soumis, ça ne va pas non plus. Encore une fois, la fonction de l'art permet de réguler. Parce que vous venez voir une pièce qui fait appel à des émotions, qui fait appel à une dramaturgie, une histoire, on voyage dans notre tête, dans nos cœurs, et tant mieux si, en plus, on peut apporter cette toute petite matière à réflexion. J'ai 4-5 petites dates à vous dire pour comprendre véritablement, après cette longue introduction, excusez-moi, pour savoir, comme on dit en psychanalyse, d'où ça parle. Je suis né en juin 68, jusque-là, rien de nouveau sur le soleil, et ma naissance n'a intéressé personne si ce n'est que moi, parce que ça m'a donné cette envie de vivre profondément. Mais je suis né en juin. Juste après mai. Voilà, je ne te le fais pas dire. Et donc, il y avait encore ce vent révolutionnaire, dès ma naissance, qui était là, qui était présent, omniprésent, bien sûr. Concrètement, je ne m'en rappelle pas, mais j'en ai perçu l'héritage. Et en 72, il y a quelque chose pour comprendre ce qui m'a véritablement constitué, dans un premier temps en tant qu'être humain.
et ensuite, plus tard, en tant qu'artiste. En 72, ma famille va subir une injustice terrible, un drame familial. D'abord, je suis le résultat de l'éducation de femmes. Ce sont les femmes qui m'ont éduqué. Je suis profondément féministe, et ce n'est pas de la théorie. J'essaie de le mettre en pratique tous les jours. Et notamment avec ton spectacle. Et notamment avec mon spectacle, mais notamment, modestement, avec tout ce que j'ai tenté de faire. Les femmes ont été importantes, et elles le sont. D'abord parce que ce sont les plus opprimées, et qu'on est dans un terrible monde de machos, et que ce n'est malheureusement pas prêt de changer, et que c'est aussi à nous, les hommes, qui sont porteurs de messages féministes, progressistes, d'essayer de tenter de faire une toute petite différence pour plus de parité, plus d'égalité. Et il se fait que ma maman, moi je suis issu d'un cursus normal. Je suis né à Bruxelles, issu de parents de culture berbéro-arabo-musulmane. Mes parents sont venus construire l'Europe dans les années 60, plus précisément en 64, avec les accords bilatéraux entre la Belgique et le Maroc, pour venir construire cette Belgique et cette Europe en fuyant une dictature. Ça, c'est très concret. Mais il faut avoir ça en tête. Et ces accords bilatéraux ressemblent plus d'ailleurs à de l'esclavagisme moderne qu'à une véritable sinécure ou de vacances. Non. Ils n'ont jamais été dans la victimisation, ce qu'on appelle vulgairement la première génération. Ils ont fermé leur gueule, ils ont travaillé pour donner un avenir meilleur à leurs enfants. En tout cas, pour tenter de donner un avenir meilleur. Certains y arrivent, d'autres pas. Et là, ma maman, on est en 72, nous sommes à 2 ans de l'arrêt total des accords bilatéraux entre la Belgique et le Maroc, parce qu'ils ont commencé en 64 et ils se terminent en 74. Ma mère va chercher ses papiers dans un consulat marocain, et après avoir attendu 3 heures, elle dit « Excusez-moi, mais messieurs, mais là, moi, il faut que je passe, il faut que je rentre, c'est mon tour. » Et on lui dit gentiment « Madame, si vous voulez, il n'y a pas de problème, ça va être votre tour bientôt, mais vous devez donner du bakshish. » Ma maman trouve tout simplement pas ça juste, parce que mes parents sont de véritables philosophes, malgré qu'ils soient analphabètes, comme quoi le bon sens est là, et même si vous n'avez pas fait de grandes études, il suffit d'observer le ciel et la terre et les gens tels qu'ils sont pour que ça puisse faire sens chez vous. Et c'était le cas de mes parents. Elle refuse, on l'amène tout doucement avec ma sœur dans un bureau, le consulat est rempli, il y a presque une centaine de personnes, nous sommes à l'approche des vacances où tout le monde retourne, le mythe du retour est omniprésent, omnipotent à ce moment-là, et elle dit non, je refuse, le gars lève le ton, elle lève le ton, et elle se fait gifler, elle et ma sœur, dans la salle annexe. Il crie, une centaine de personnes, essentiellement des hommes, personne ne bouge. Ok ? Ma mère crie, ma sœur aussi, ils prennent ma mère et ma sœur et les descendent dans la cave du consulat à XL. Ma mère est battue à mort, ma sœur aussi. Ma maman, c'est Elephant Man, ma sœur également. Ils crient tellement que ce sont les voisins d'en face qui appellent la police, mais comme nous sommes en territoire marocain, la police ne rentre pas. Ma mère est vulgairement jetée sur le trottoir, ils vont à l'hôpital se faire guérir. Mon père, qui est un berbère, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, son sang ne fait qu'un tour. Le couteau avec lequel il égorge le mouton, parce que oui, nous, on égorgeait le mouton chez nous, il s'est dit qu'il va aller le chercher et il va aller zigouiller à tous ceux qui ont touché sa femme et sa fille. Alors, on l'a calmé. Heureusement, il travaillait de nuit, donc ça permettait un peu de temporiser, de dire « c'est bon papa, calme-toi ». À partir de ce moment-là, la police marocaine va commencer à nous harceler pour retirer notre plainte, parce que ma maman et ma sœur sont parties porter plainte. Là, à l'Amigo, à l'époque, le commissaire, une espèce de gros bruxellois super sympathique qui ne voyait pas ses pieds, qui dit « Madame, ouais, arrête, hein. Vous voyez tous les fards qu'il y a ici, madame ?» Alors, il lui montre effectivement toute une rangée de fards. Ben, tu vois tout ça, madame? Tout ça, c'est des gens comme vous, hein, qui portent plainte, et puis le lendemain, comment je vais te dire, ils retirent leur plainte, parce qu'ils ont des pressions du consulat. Alors, madame, s'il vous plaît, hein, il ne faut pas me faire perdre mon temps à moi, hein, t'as compris? Alors, ma mère qui dit, écoutez, monsieur, non. Nous, on va quand même porter plainte. On porte plainte, on est menacé par la police marocaine dans un premier temps. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, nous sommes harcelés. Arrivent 2 Marocains. Un que je ne connais pas et l'autre qui est Si Mohamed El Baroudi, qui plus tard va devenir mon père intellectuel, mais ça c'est une magnifique histoire parce qu'il va devenir même le mari
de ma sœur. Magnifique histoire, celui qui même a créé les cours d'alphabétisation et le collectif Alpha dans les années 70, un exilé politique. Et donc, il va nous mettre un avocat dessus, et ma mère va porter plainte. Et le consul lui-même va venir et va dire à maman, on vous donne 1,5 million de francs belges. Je vous signale 1,5 million de francs belges, nous sommes en 72. Hein. C'est l'équivalent d'1 million d'euros aujourd'hui. Ma mère, qui n'a pas perdu son sens de l'humour, qui dit « Eh ouais, monsieur, comment je veux te dire ?» Alors, il n'y a pas de problème. On est pauvres. On veut bien accepter votre argent. Parce qu'1,5 million, même si on travaille toute notre vie, on n'aura pas. Même si vous apportez, elle parle au consul, hein, vous apportez votre femme, votre fille. Mon mari, il fait la même chose à votre femme et à votre fille, j'empoche l'argent et nous sommes quittes. On lui a dit, madame, ça ne va pas être possible. Et donc, ça n'a pas été possible. Tout ça pour vous dire que j'ai été éduqué par des femmes et j'ai été éduqué par un non. Ma mère a dit non à l'injustice. Et ce nom est fondateur parce que tu as 4 ans à l'époque. 4 ans, exactement. Et c'est mon héritage. Donc moi, je vais constituer toute ma vie d'artiste, toute ma vie d'être humain, à partir d'un non fondateur. Celui de ma mère qui dit non à l'injustice, non à la violence, non à la soumission, non au dogme, non. Et donc, moi, qui suis du côté des sœurs, parce que ça ne va pas toujours se passer bien dans la même famille. Moi, j'ai d'autres frères qui sont, on ne va pas parler de ma famille entière, j'en ai déjà fait 3 spectacles, mais qui, on va dire, n'ont pas spécialement les mêmes valeurs. J'ai de tout chez moi. J'ai un marxiste-léniniste, j'ai un antisémite notoire, j'ai un soraliste dieudoniste, j'ai un toxico, j'ai vraiment du côté... Ah là, c'est vraiment tout ce qu'on veut. Et je m'aperçois que ce qui m'a permis de me tenir debout et d'avancer, c'est le rapport que j'ai à la femme dans un monde arabo-musulman tout en étant né à Bruxelles dans les Marolles. Et donc, à partir du moment où vous avez quelqu'un en face de vous qui dit non, je vous assure, ça change toute votre vie. Il y a une espèce de note qui est donnée et sur lequel toute ma vie, je me suis accroché. Alors, 72, 89, le mur de Berlin tombe. Je me dis, ah chouette, le mur de Berlin tombe. Et je suis un jeune étudiant. C'est la deuxième date. Deuxième date. Je présente ouais, parce qu'on ne va pas toutes les faire, sinon elles sont énormes, on va en faire 5-6. Hein. 89, le mur de Berlin, je suis comme vous. Je me dis, enfin, on passe d'un monde à l'autre. Je suis pour casser les murs. Je suis pour construire des ponts, en revanche. Mais je suis pour casser les murs. Et ça, c'est Isabella, ma metteuse en scène. Et là, vous avez Éléonore, qui est la danseuse du spectacle. On va en parler dans quelques instants. Et donc, en 89, je suis un jeune étudiant et je présente à la fois le théâtre au Théâtre National de Strasbourg et à l'Insas. Je suis un jeune comédien, je dis « je veux faire ce métier ». J'ai déjà, depuis l'âge de 12 ans, grâce à une prof de français qui m'a mis des textes de Géonorge en main, et je suis profondément touché de jouer dans ce théâtre-ci, parce que j'étais à l'école juste en face, au lycée communal de Saint-Josse, maintenant qui est rebaptisé lycée Guy Cudel, qui à l'époque était Henri Frick, et puis lycée communal de Saint-Josse. Donc j'ai fait, à 12 ans, une prof de français m'aimait des textes de Géonorge, et à 12 ans, ma sœur, encore mes sœurs, m'amène chez Itomi, ma sœur habitait en dessous d'une danseuse de chez Maurice Béjart, qui s'appelle Itomi Asakawa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, elle a joué dans elle a fait Bhakti, elle a joué dans toutes les créations de Béjart. Moi, j'ai des frères qui étaient profs de karaté, plutôt virils, plutôt macho. La danse, c'était... Et elle dit à ma sœur, mais il faudrait peut-être que ton frère fasse de la danse classique. Il y a un truc tout d'un coup qui ne va pas. Assez rapidement, d'ailleurs, quand mon père apprend que je fais de la danse classique, il m'a dit « Agé, on lui dit « Pourquoi, mon fils ? Tu veux devenir homosexuel ?» Alors, il a fallu expliquer qu'homosexuel, c'était pas un métier, tout ça. Et là, donc, j'ai commencé. Donc, ce qui est important, c'est le rapport au corps, le rapport à la danse. En 82, je break aussi dans les rues de Bruxelles. Et je suis assez rapidement fan de comédie musicale. Bref, tout ça pour vous dire que ce sont des profs et l'éducation qui forment. Mais quand j'arrive à Saint-Gilles, on me refuse l'inscription parce que je suis marocain.
Je me dis, mais tiens, mais comment c'est quoi marocain, là? C'est une maladie ou quoi? C'est un truc... J'ai dit, mais je suis bruxellois, je suis d'origine marocaine, j'assume pleinement de culture et de civilisation berbéro-arabo-musulmane. Jusque-là, pas de souci, mais qu'est-ce qui se passe? Et on me refuse une inscription et je vais vivre pendant 4 ans, de 89 à 93, dans un centre de réfugiés, rue de Parme, à Saint-Gilles, avec plein de réfugiés. 4 mètres sur 2, avec des cafards. Néanmoins, la relation humaine est magnifique. Parce que je fais mes premières lectures de Frantz Fanon, Masque blanc, visage noir. Je commence vraiment à être encore plus politisé que ce que je l'étais étant plus jeune. Très bien, arrive 92, le mur de Berlin 89, 92, le début de l'Union européenne. Et là, c'est les débuts d'un jeune comédien qui fait de la télé. Et donc, tout d'un coup, je suis, boum, je présente 4 émissions à la télévision, à la RTBF, enfin, tu sais, Eric, on se connaît depuis suffisamment de temps, et là, je m'aperçois que le regard des autres change. Même les flics, qui avant me demandaient mes papiers, maintenant, les mêmes flics me demandent un autographe. Donc, je change de statut. Il y a un truc, là, je sens très, très bien, qui, ah oui, bien, tout roule dans le meilleur des mondes, c'est super, une première merguez à la télévision, chouette, pour la diversité, tout ça. Et encore, moi, on ne m'a pas pris pour mes origines, on m'a pris, heureusement, pour mes qualités. C'est d'ailleurs pour ça que je me bats. Je suis pour une vision universaliste des choses. Je suis contre le repli communautariste. C'est pour ça que je suis contre les quotas. Si ce n'est des quotas de femmes, et après, je peux vous expliquer pourquoi. Ouais. Parce que là... Je pense qu'il nous en faut, en tout cas sur le plan politique, je n'ai pas encore vu de Premier ministre femme en Belgique. Et je n'ai pas encore vu de présidente, ni aux États-Unis. D'ailleurs, ils ont préféré un black homme qu'une femme blanche, c'est pour vous dire. Je pense à Obama, ça. Il faut aller au Canada, exactement. Et donc évacuer en 92, c'est super. Hein, quelques années plus tard, comme vous, arrive 2001. Je suis à Paris à ce moment-là. Tout le monde, Eric, se rappelle. C'est comme la mort de Claude François. Tout le monde se rappelle ce qu'on a fait durant la mort de Claude François et durant 11 septembre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ah oui, moi je me rappelle, j'étais aussi dans ma salle de bain d'ailleurs. Ah bon? C'était pour Claude François, ça. Non, laisse tomber. Et puis, moi je me rappelle pertinemment bien que j'étais en 2001 à Paris. Et là, comme vous, je regarde ces images médusées et je sens, enfin, j'ai cette intuition-là, comme beaucoup d'ailleurs, qu'il va y avoir un avant et un après 11 septembre. Je sens qu'on est dans un nouveau tournant et qu'il va falloir négocier le tournant. D'abord le comprendre, nommer les choses et ensuite les déconstruire. C'est Albert Camus, j'aime citer ça, Camus, je suis très camusophile et j'aime Camus profondément. En tant que philosophe, en tant qu'écrivain, il disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ce qui veut peut-être dire par extension que bien les nommer peut ajouter au bonheur du monde. Et donc, je me dis, oulala, 11 septembre, je suis à Paris, j'ai mes potes, je dis ça va pas. Je retourne sur Bruxelles en voiture. C'est, je vous assure, pour moi, le plus long chemin de ma vie. Il y a 300 bornes pourtant. J'ai l'impression de rouler 1 an. Je n'arrive pas. Tout défile. Ma vie, la vie, le monde, mon monde. Mais putain, qu'est-ce qu'on va faire? Excusez-moi l'expression. Mais c'est ce que je me dis. J'arrive encore un peu plus en colère que ce qui s'est passé hier, triste. Et je rentre chez moi et je commence à écrire les premières lignes de mon premier seul en scène, où j'ai l'outrecuidance de faire un défilé de burqa haute couture, qui déconstruit bien sûr tout ça, et je ne pensais pas à l'époque, en tout cas en 2001, que la réalité allait dépasser la fiction. Effectivement, d'ailleurs, quelques années plus tard, j'ai vu des vrais défilés de burqa haute couture. Je suis resté sur mon cul, je me suis dit, c'est pas possible. Oui. Et donc, j'ai commencé à faire ce spectacle, et jusque-là, c'est important de le préciser, tout se passait très bien. Moi, chez moi, j'avais des gens issus de l'immigration, des cultures arabo-musulmanes, juifs, athées, catholiques, tout le monde, néerlandophones, francophones, et tout le monde, dans une espèce de grande assemblée, arrivait encore un petit peu à rire et à mettre à distance. Je dis, OK, malgré le 11 septembre. Chouette. Pourvu que ça continue, d'ailleurs, j'ai joué mon spectacle 450 fois, ce qui est énorme. Et après ça, je me dis, ah là là, OK, on a un peu... Essayons de passer à la vitesse supérieure. Et je décide de m'attaquer à la mémoire, en faisant Jean Blou, une histoire sur les tirailleurs marocains qui sont venus se battre durant la Seconde Guerre mondiale, parce que je m'apercevais qu'à l'école, il était très difficile de parler de la Seconde Guerre mondiale
de parler de la Shoah ou de parler de la théorie de l'évolution de Darwin. Tous les profs venaient chez moi catastrophés. Monsieur Touzani, vous ne pouvez pas venir chez moi. Je dis, attendez, mais purée, mais moi je suis artiste, moi. Je ne suis pas pédagogue, moi. Je ne suis pas politologue, je ne suis pas sociologue. Enfin, je ne sais pas, moi, vous devez bien avoir. Je dis, non, ça va, vous ne savez pas ce qu'on doit faire. Et donc je me suis dit, Alors je me suis dit, répondons, pas par du pédagogique, répondons par de l'artistique. L'artistique, c'est une histoire. Alors après, bien sûr qu'elle a des interférences et des occurrences dans notre histoire à tous, mais elle n'a pas la prétention de souligner et de dire une vérité. Elle est juste là comme terreau d'émotion, de réflexion, et on s'est aperçu que ça fonctionnait. Parce que des gens, ou pas issus de l'immigration, étaient profondément touchés. Et par le biais d'une histoire, qui était celle de leur père ou de leur grand-père, tout d'un coup, ils prenaient un peu plus de hauteur pour voir l'histoire du monde. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'un artiste pose souvent plus de questions qu'il n'apporte de réponses? Certainement, certainement. Definitely, j'allais dire, mais certainement. D'ailleurs, c'est une des fonctions de l'art d'être critique et de questionner. D'ailleurs, j'ai commencé par dire que moi, je ne sais rien, si ce n'est, je ne suis sûr de rien, comme dirait Platon, si c'était de mon commencement. J'avance à tâtons, parfois les yeux bandés, et je suis à la recherche de la vérité. J'essaie, avec un peu de courage parfois, parce que beaucoup de gens me disent « Mais Sam Touzani, vous avez du courage, comme ça, vous vous exprimez, vous exposez. » Non, je vais vous dire franchement, non. Avant d'avoir un tout petit peu de courage, j'ai fouetté et botté le cul de ma lâcheté plus d'une fois. C'est ce qui d'ailleurs fait mon humanité. Parce que moi, je ne suis pas un surhomme. Non, je suis même tout le contraire d'un surhomme. Je suis d'abord un homme, un être humain. Et c'est difficile parce que nous n'avançons pas au même rythme. Nous n'avançons pas avec la même grille de lecture. Ou alors, nous avons une grille de lecture que nous ne voulons pas. Elle est omniprésente. On ne veut pas la lâcher. Et c'est d'abord elle qui parle. Et ce que je préconise, tout simplement, d'ailleurs, c'est une fonction encore de l'art, parce qu'on parle beaucoup d'art et c'est tant mieux. Arrêtons de voir le monde, notre société, par le prisme ethnico-religieux. Regardons le monde par le prisme de la citoyenneté. Regardons le monde tel qu'il est sans le nier. On passe le 11 septembre, on passe 2003, Jean Blou, on arrive à 2005, où, je vous dirai très franchement, mes problèmes commencent. Parce que pendant 10 ans, j'ai fermé ma gueule. Et je suis content de le faire, cet aveu, ici dans un théâtre ce soir, parce que de 2005, où j'ai monté au théâtre de poche Allah Superstar, tu t'en rappelles, Eric, hein, on en avait discuté d'ailleurs à l'époque, mes affiches ont commencé à être arrachées. Et j'ai commencé à avoir 20, 30 mecs systématiquement à la sortie de mes spectacles. Alors moi, évidemment, je ne pouvais pas en parler à la presse, parce que c'était tendre le fusil aux populistes. Ah, mais ouais, vos bognioles là, vos musulmans, ouais. Et non, ce n'était pas le cas. Alors moi, je mettais ça sur le compte de jeunes qui étaient désorientés, qui étaient... Je te sers, Eric ? Bien, ouais. Qui étaient... C'est bien, il fait tout ce soir. ouais, J'ai posé 2 questions. On me l'avait dit, hein. Je ne croyais pas. tu savais, hein. Ouais, je savais. Vas-y, pose une question, histoire de faire. Mais continue sur les Ah ouais. affiches. Alors voilà, oui. Et donc, c'est un peu difficile pour moi à ce moment-là, parce que je suis véritablement pris, j'allais dire, entre l'enclume et le marteau, même si je n'ai rien à voir, je vous assure, avec l'enclume et le marteau. Non, ni la scie à bois non plus, d'ailleurs. Et je me dis, mais comment faire pour désamorcer ? Alors, je sens très très bien qu'à l'endroit de mes spectacles, il y a de plus en plus de revendications violentes qui se font. Et je me dis, mais c'est difficile parce que moi, je dis aux gars, en me faisant agresser, en recevant un clou de 25 cm qui est planté dans le décor, j'arrête le spectacle, je parle, je sors, il y a 20 mecs qui veulent ma peau, je temporise, on se calme, il faut temporiser, il faut essayer de discuter, il y en a parfois avec qui ça fonctionne, d'autres avec qui ça ne fonctionne pas, donc c'est tendu, tout le temps.
Et moi, je ne fais pas ce métier-là pour ça. Moi, je fais ce métier-là, d'abord parce que ça fait sens, bien sûr, chez moi. Mais je fais ce métier-là pour partager. Je fais ce métier-là pour éloigner là où les haines, pour rapprocher. Et donc, moi, je le vis très mal. Je le vis d'autant plus mal que je me plonge petit à petit dans un mutisme. Bon, heureusement, j'ai mes thérapeutes, j'ai ma psy, tout ça va très bien dans le meilleur des mondes, mais ça ne suffit pas pour exorciser. Je sens un besoin d'écrire, je sens un besoin de nommer, je sens un besoin de faire. Mais je me tais. Je ramasse plusieurs coups pendant plusieurs années et je me tais toujours. À la Superstar, je l'ai fait 150 fois quand même. Jean Blou, 200 fois. Donc je suis présent sur les scènes en Belgique et du côté néerlandophone et francophone et en France. Donc je tourne pas mal. Je vois bien l'impact que ça a sur les gens et les nombreux débats que je fais depuis 20 ans avec des jeunes et des moins jeunes. Et donc je me dis, oh là là, mais quelle alternative, merde, je galère. Arrive 2009 où je suis, comme beaucoup de jeunes, dans la manifestation pro-palestinienne. Alors déjà, ça me gavait un peu parce que moi qui suis depuis la nuit des temps pro-palestiniens, j'en avais un peu marre que les pro-palestiniens défilent en dessous du drapeau du Hamas ou du Hezbollah. Je dis, moi, non, c'est pas ma tasse de thé. Et je sors en 2009, et là, tout d'un coup, je vois et j'entends dans la rue de Bruxelles, Israël égale nazi, les Juifs à la mer, et il y a une fois de plus le drapeau du Hezbollah et du Hamas qui flotte. Et j'ai dit, moi, je ne peux pas rester une seconde de plus dans cette manif. Je quitte. Au lendemain, avec Manu Abramovic, qui a créé d'ailleurs le site Résistance, qui lutte contre l'extrême droite, et Claude Delémène, nous faisons au Journal Le Soir une carte blanche, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, vérifiez toujours vos sources, qui est intitulée « Les barbus, non merci », que nous signons à 3. Qui, en substance, dit que nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont cette manifestation est gérée. Si être pro-palestinien, c'est avoir deux peuples, des États, oui. Si c'est crier Israël égale nazi, les Juifs à la mort, non. Beau lapsus, j'allais dire les Juifs à la mer, mais c'est la même chose, c'est à la mort. Avec leur fixette sur Israël et sur l'obsession du Juif, c'est assez terrible. Et comme je l'ai vécu depuis ma tendre enfance, j'arrive assez facilement à reconnaître, c'est Brecht qui disait la bête immonde est encore féconde dans son ventre. Et c'est une des plus belles métaphores du nazisme et du fascisme. Et donc je me dis non. Et à partir de ce moment-là, pour moi qui suis profondément à gauche, et on le sait, ce n'est un secret pour personne, mes camarades de gauche commencent tout doucement à me bouder. Ah, tiens, Touzani, arrête de la ramener, toi, avec ta laïcité, athée, wow, tu vas un peu la fermer. Donc, je le sens très très bien. Je vois d'ailleurs concrètement que les portes de certains centres culturels et théâtres se ferment. Je dis putain, mais attends, mais c'est pas possible, on est quand même dans un état de droit ici. Je vois que c'est pas bon d'ouvrir sa gueule, mais ça je le savais. Alors j'essaye de la fermer. Évidemment, ça a duré 5 minutes. Non, j'ai essayé quand même. J'ai essayé de ferme ta gueule, ferme ta gueule. Non, donc c'est pas ma nature. Et je pouvais pas lutter contre ma nature. Et donc là, c'était catastrophique pour moi parce que s'en est suivi une longue traversée du désert. Il se fait qu'à l'époque, dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la musique. Et donc je me suis mis totalement en retrait. J'ai travaillé véritablement dans l'ombre et j'ai fait de la musique pendant 4 ans. Suite à une rupture bête et brutale, à la fois, somme toute, très banale, le théâtre, la scène me manque terriblement. Et nous sommes déjà là, je vous passe le printemps arabe en 2011, parce qu'en fait, en fin de compte, in fine, ce qu'on peut retenir du printemps arabe, c'est que les dictateurs tombent, mais les dictatures restent, et que nous sommes passés du printemps arabe à l'hiver islamiste, du moins pour certains pays. Et on arrive là en 2013, je me dis, je reviens. Et je reviens, et là, il se fait qu'au TTO, une amie me dit, Sam, tu ne peux pas venir, il y a un festival. Écoute, c'est super, moi, ça fait X années que je n'ai pas joué, j'en ai besoin, j'ai mis en scène entre-temps, j'ai écrit entre-temps, mais moi, je n'étais plus sur scène. Et donc, ça, super, elle me dit, viens. Et je vais jouer mon spectacle de 2001, avec mon fameux défilé de burqa haute couture. Et là, belote et rebelote, il y a 20 mecs à la sortie qui me disent, âgé 100 années. Pourquoi est-ce que tu te fous de la gueule de l'islam comme ça? Alors moi je leur dis, écoutez, c'est pas une mosquée ici, c'est un théâtre. Et votre sacré
n'est pas forcément mon sacré. Oui, je dialogue, j'y vais cool, quoi. Je vais 15 jours après jouer dans une école où je reçois une pétition pour le même sketch, défilé de burqa ou de couture, disant que M. Touzani salit l'islam. Et donc là, je me dis, je n'en peux plus. Au même moment, Bruno Clément m'appelle, de Question à la Une, et me dit, Sam, est-ce que tu veux participer à une de mes émissions sur Question à la Une? Je dis, écoute, oui, mais à une condition. Il me dit, laquelle? Je lui dis, c'est qu'on puisse prendre les caméras de la RTBF, prendre le Thalys, aller voir tous mes potes à Charlie Hebdo, les filmer. Il me dit, oui, mais c'est sur la laïcité, l'islam en Belgique. Je dis, tu vas voir, tout est lié. Non, ça. Pour finir, il accepte. On va, mon ami Zineb Al-Razoui me fait visiter tout Charlie Hebdo, on se fout de la gueule de Cavana parce qu'il a reçu du courrier de Dieu, on dit, mais il est mort depuis X, belle lurette, il y a T-News, Char, je sympathise avec tout le monde, dans le meilleur des mondes. Enfin, je suis en contact avec ma vraie famille. Et dans le chemin du retour, les caméras de la RTBF tournent, le micro de Bruno est tendu vers moi, il me dit, Monsieur Touzani, dites-moi, pourquoi avez-vous à ce point insisté pour venir faire une visite à Charlie Hebdo? Et je lui dis, écoutez, pour moi, Charlie Hebdo représente la liberté d'expression dans ce qu'elle a de plus irrévérencieux, de plus pertinent dans son humour. Si Charlie Hebdo tombe, nous tomberons tous. Nous sommes le 14 octobre 2014. Le 14 janvier 2015 arrivent les attentats islamistes à Charlie Hebdo et antisémites à l'Hypercacher. Donc du coup, Bruno Clément me dit, Sam, laisse tomber l'émission, on ne va pas uniquement te faire participer, on te donne une carte blanche. Fais ta propre émission, qui a été diffusée le 29 avril, Faut-il être ou ne pas être Charlie, où je retourne sur les lieux du crime, j'allais dire, c'est le cas, des attentats, avec Zineb Al-Razoui, qui, elle, est une des rares survivantes. Et de là, on en a fait un question à la Une. Jusque-là, pendant 10 ans, de 2005 à pratiquement 2014-2015, je l'ai fermé. Et je n'étais pas du tout en contact avec les médias. Pourquoi? Parce que j'estime que je suis un artiste, je ne suis pas un spécialiste. D'ailleurs, je suis même le contraire d'un spécialiste. Je ne suis ni politologue, ni sociologue. Mais j'ai décidé de libérer une parole et maintenant de l'ouvrir et de parler. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il me semble que nous pouvons, et c'est difficile pour moi, c'est très difficile parce que à la fois je lutte depuis la nuit des temps contre tous les extrémismes, et en particulier l'islamisme, mais je n'ai pas envie que l'extrême droite utilise ou arrive à rationaliser un discours de haine en utilisant les dérives de l'islam, qui malheureusement sont d'actualité un peu trop souvent. Et donc, voilà ce qui m'amène ici, Eric. Voilà ce qui m'amène aujourd'hui à continuer à faire ce métier et à croire que l'art vivant ne va peut-être pas révolutionner le monde, ne va peut-être pas changer les mentalités, mais elle va donner la possibilité de. Elle va être juste une toute petite porte qui permet la rencontre. Une toute petite porte qui, peu importe nos concepts philosophiques, peu importe notre culture, peu importe notre religion, qu'on en ait d'ailleurs ou qu'on n'en ait pas, qu'on puisse avoir un espace commun. Cet espace commun, pour moi, c'est mon sacré. Et mon sacré, ça ne me dérange pas qu'il soit désacralisé, du tout. Tout le monde a le droit de profaner ce qui se passe sur une scène de théâtre. Tout le monde a le droit de l'insulter et de le blasphémer. Et je n'irai jamais tuer qui que ce soit parce que nous avons monté une pièce de théâtre. Et en revanche, nous le savons intimement, au plus profond de nous, quels que soient les créateurs que nous sommes, comédiens, metteurs en scène, auteurs, danseurs, chorégraphes, réalisateurs, nous savons qu'au théâtre, comme au cinéma, plus c'est faux, plus c'est vrai. Ton spectacle, c'est un spectacle qui parle de tout ça, et moi j'y ai vu à la fois dans la forme et dans le fond ce que tu es, c'est-à-dire que c'est un spectacle parlé, dansé, avec de la musique, et j'ai l'impression que ça fait depuis très longtemps qu'on n'avait plus vu toutes tes identités rassemblées en 1h10 de spectacle. J'ai l'impression que c'est ça, finalement, ce que vous allez voir ou ce que vous avez vu. Ce sont, je t'ai présenté comme ça en riant,
en disant boule à facettes. C'est vrai que tu es quelqu'un d'assez insaisissable. Attention, parce que les boules à facettes, ça reflète à la lumière et Ouais, du vent. Hein. Mais Non, mais je suis d'accord. Mais surtout, j'ai l'impression que ce que tu essaies de nous faire, comprendre, en tout cas, les questions que tu nous poses tournent autour de l'identité, et qu'aujourd'hui, dès qu'on se définit par rapport à une identité, c'est comme si les autres n'existaient plus, alors qu'on est tous Multiples. multiples. Mais ça, d'abord, je tiens à préciser que ce spectacle-là, en particulier C'est ici que le jour se lève, cette inter- et multidisciplinarité, je le dois avant tout grâce au travail d'Isabella Soupard, qui est là dans la salle, celle que je vous ai présentée, qui est là. Voilà, excuse-moi de te montrer du doigt, Isabella, parce que Isa fait partie des rares personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. On se connaît depuis à peu près 13 ans. On s'est rencontrés sur un film de Raoul Ruiz et ça a instantanément fonctionné. Il y a des personnes comme ça qui ça fonctionne. On ne sait pas pourquoi. On sait qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde, qu'on a une même sensibilité. Et, voilà. Et puis les années passent et puis on se dit, ah mais tiens, ça fonctionne encore. Et puis 5 ans, 10 ans, puis... Et assez rapidement, j'ai dit à Isa, écoute Isabella, j'aime ton travail, j'aime ta sensibilité, j'ai vraiment envie de bosser avec toi. Je pense qu'il y a une chose à faire, ensemble. Mais elle me disait, oui, Sam, écoute, je suis dans différents plans. Et j'ai fait beaucoup de workshops avec elle, qu'elle présentait. Elle amenait des performeurs, des danseurs, des comédiens. Et donc, assez rapidement, j'ai vu que sa matière première était l'humain. Mais qu'elle, et c'est là tout le processus d'Isa, parce que la beauté, me semble-t-il, de ce spectacle, on le doit d'abord à son travail, parce qu'elle arrive à aller chercher au fond de vous-même ce qu'il y a de plus authentique, ce qu'il y a de plus vrai, et à la fois ce qu'il y a de plus insaisissable. Vous savez, l'art, faut-il comprendre ou pas l'art pour l'apprécier? Moi, je ne pense pas qu'il faille le comprendre. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible qu'elle perçoit admirablement bien. Et elle arrive à faire résonner le mouvement dans une corporalité, le texte avec sa dramaturgie, la musique en live avec Malena qui joue de la guitare, une scénographie vachement épurée en utilisant l'espace, parce que les Salles des Voûtes est un lieu magnifiquement intéressant, mais très compliqué au niveau de l'acoustique et au niveau de l'utilisation de l'espace scénique. Et ce n'est pas tout, elle fait résonner aussi tout ça, d'abord en vous, autour de vous, et entre nous, c'est-à-dire entre nous, entre Léo, Malena, tous ceux qui sont sur scène. Elle agit comme une espèce de grande partition où chaque note, chaque mot, chaque mouvement, chaque son a son importance. Rien n'est gratuit. Et en plus, tout ça est très fragile. Nous, on est en permanence comme des funambules. Nous marchons sur une ligne et nous ne savons pas d'ailleurs très très bien d'où nous venons, ni véritablement où nous allons, mais nous y allons, comme si nous étions entre deux espaces, entre deux temps, voire entre deux néants. Et c'est super parce que quand elle saisit ça chez quelqu'un, moi je ne comprenais pas parce que je lui faisais entièrement confiance, mais à 20 000 %. Mais lorsque nous travaillons dès le mois de juin et puis en septembre, enfin cet été, elle me dit « Sam, ok, maintenant, Sam, ce qui m'intéresse chez toi, ce n'est pas l'ancien danseur que tu as été, avec un langage formaté. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui tu es dans ton identité, dans ton corps. » Et elle est partie presque de manière analytique, j'allais dire psychanalytique, chercher au plus profond de moi ce que j'ai été, ce que je suis, et avec ce terreau-là, tenter de le transformer pour l'utiliser afin de servir un spectacle. Et ça, c'est magnifique. Parce que là, tout d'un coup, moi, je passe d'un mec qui pourtant a dansé, a fait 36 000 choses, mais c'est comme si j'étais dans une espèce de représentation avant, de show-off. Ouais, palata, énergie, voilà. Et là, tout d'un coup, j'ai une metteuse en scène qui trouve mon intériorité, qui arrive à faire de mes fragilités une force, qui arrive à construire un véritable spectacle, hein, en émotion, en force. C'est comme si, avec Isabella, tout se tendait en permanence, une espèce d'arc, voilà, qui se tend dès le début du spectacle. Et à la fin, seulement la flèche part. Et en plus de ça, les spectateurs, ce ne sont pas des spectateurs. Ils sont sollicités. Ils sont eux-mêmes acteurs. Quand je dis ça, bien sûr, je vous rassure, vous n'allez pas improviser, ni jouer, ni danser. Mais c'est-à-dire qu'elle ne mâche pas l'histoire. Elle
laisse l'interprétation libre à chacun, en rentrant tout doucement avec moi ou Léo ou S dans votre bulle affective. Nous sommes surtout à la salle des voûtes, hein, vous avez vu la configuration, c'est un quadrille, les gens sont très très proches. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis en scène la sensualité, la fragilité. Ce qui m'a toujours intéressé, et on en parlait récemment dans une interview avec toi, Eric, ce qui m'intéresse, pour prendre un mythe fondateur ou un héros mythique tel que Achille, ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa beauté, ce n'est même pas son histoire, qui pourtant fait sens en termes de métaphore, c'est son talon qui m'intéresse. Eh bien, Isa, c'est un peu ça. Elle va aller chercher le talon de tout le monde. Et par la symbolique du talon, toute notre humanité résonne. Toute notre humanité est là. Elle nous permet de nous tenir debout et même d'avancer le talon. C'est un magnifique appui. Et c'est en ça que je trouve que son travail est exceptionnel. Elle a fait la même chose avec Léo, elle a fait la même chose avec Malena. C'est une magnifique artiste elle-même, parce c'est ça aussi qui est intéressant. Elle n'est pas que metteuse en scène, elle est aussi réalisatrice, elle est danseuse, elle est chorégraphe et elle est comédienne. Donc elle se situe à chaque fois à la lisière de disciplines artistiques qu'elle maîtrise, tout en ayant son propre univers. Isabella Soupart. C'est un spectacle aussi, tu ne parles pas beaucoup. Non. La preuve, là, je me rattrape. Hein. Non, mais non seulement tu ne parles pas beaucoup, mais quand tu m'as expliqué que... alors, on le voit bien ce soir, tu as une façon de parler, et puis il y a aussi tout le langage qui accompagne, et dont tu es d'ailleurs très généreux. Mm-hmm. C'est le langage du corps. Là, elle a quasiment divisé Sam Touzani en deux. Parce qu'il y a le langage d'un côté, mais le corps, il ne fait pas la même chose. Exactement. Qu'est-ce que ça t'apprend ? Alors, pas forcément dans ton métier, mais en tant qu'être humain. Tu parlais de talon, là, il y a 2 secondes. Le talon, c'est ta fragilité, c'est ce que tu es en réalité. Ici, on peut dire que bon, tu es toi-même, en même temps, on est sur une scène de théâtre. Quand on est regardé par des gens, on n'est jamais forcément comme on est dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi en tant qu'être humain, et on oublie un peu l'artiste. En même temps, les deux sont liés. Oui, les deux sont liés, mais ça m'a... Putain, j'ai posé une longue question. Ouais. Tu vas avoir une courte... tu vas avoir une courte réponse. Mais c'est en ça, d'ailleurs, que... moi, je pense que le travail... je ne peux pas faire l'économie de l'humain... face à l'artistique ou l'artistique, profondément. Les deux sont liés, c'est d'abord des rencontres. Isabella et moi, d'ailleurs, c'est d'abord une rencontre humaine, qui décide à un moment d'un projet. Il se fait qu'il est artistique, il aurait pu être autre, mais il se fait qu'à ce moment-là, il est artistique. C'est toujours l'autre et l'altérité qui vous en apprend sur vous-même. S'il y a bien une symbolique au-delà de Narcisse, parce que c'est sympa, le narcissisme, c'est chouette. Vous baladez Narcisse sur une scène, c'est bien sympa. Mais l'ego, c'est chouette. Mais ça mange pas de pain. Je veux dire, vous n'allez pas très loin avec ça. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui, comme Isabella, vous met à nu, c'est un beau cadeau qu'elle me fait dans ma vie à moi. Parce qu'elle me fait prendre conscience la manière dont mon corps fonctionne. Important quand même, le corps. Dans un monde où on ne se touche pas. Dans un monde où on le cache, le corps. Dans un monde où le corps est une cage. Ça libère. Et je suis convaincu que pour pouvoir se libérer de sa tête, il faut d'abord se libérer de son corps. J'allais dire de son cul, quoique les deux sont liés. Ouais, ça va aussi de pair. C'est là qu'ils viennent voir 2 hommes tout nus ce soir. Parce qu'on est quand même sur une scène. Voilà. Ouais. C'est vrai. Tout est dans tout, hein, ce soir. Ouais, tout est dans tout. Ouais. Moi, je vais bien jouer avec toi un de ces 4, hein, Michel. Hein. On y pensera. Mais c'est important, cette idée, finalement, qu'il n'y a pas un Sam, oui, sûrement privé, mais que, finalement, tu es ton métier, et ton métier,
c'est toi. Oui, sauf qu'il y a malgré tout, attention, parce que cette fameuse distanciation brechtienne dont on parle, c'est vrai que moi, souvent dans ma tête, et mes amis me le disent, il y a une énorme confusion. Avec l'âge et la maturité, je suis encore très loin de la sagesse, mais j'espère y tendre un tout petit peu, j'ai de moins en moins cette confusion. Je veux même de plus en plus faire la différence. C'est important pour la suite, je pense, du vivre ensemble. Savoir que sur une scène se déroule peut-être la scène du monde, mais c'est une histoire. Et une simple histoire. Au même titre que pour moi, toutes les autres fictions, celles qu'il y a dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament ou dans le Coran. Tant que ce sont des œuvres littéraires, je trouve ça extraordinaire. Jésus est le plus grand des poètes. Mohamed aussi. À partir du moment où ça devient dogmatique, ça me pose un problème. Et donc, c'est en ça que j'ai envie de plus en plus de faire la différence. Et moi, en tant qu'être humain, ok, super, Sam Touzani, mais c'est Karim qui est sur scène. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de ma vie dans le spectacle. Je pars de ce principe-là où pour pouvoir bien parler des choses, il faut d'abord parler de ce que l'on connaît. Et je pense et tous les auteurs, beaucoup de gens le font, en tout cas, je pense que c'est intéressant. Pourquoi ? Pour être encore un peu plus proche de sa vérité. Pour essayer, comme disait Nietzsche, d'ailleurs, c'est pas Nietzsche qui disait ça, Nietzsche c'est bien, ça résonne, c'est Pindare en fait, qui est un poète de 4 siècles avant Jésus-Christ, qui disait il faut essayer de devenir ce que l'on est. C'est magnifique quand même, comme programme de vie. Essayez de devenir ce que vous êtes, c'est-à-dire vous faites l'économie de toutes les pressions, de toutes les contraintes, de tous les interdits, de tous les sujets tabous. Vous vous libérez dans votre corps et dans votre tête juste pour voler de vos propres ailes. Le théâtre le permet, parce que le théâtre passe par le corps et les mots. Vous savez, je reviens, nommer est essentiel. Dès que vous nommez les choses, d'ailleurs, c'est pour ça que le travail thérapeutique est à ce point important. Il résonne. Et aujourd'hui, j'ai quand même envie de faire cette différence entre ce que je suis et la scène. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus intéressant la scène que ce que je suis en fin de compte. Toujours. La fiction, la littérature, le texte permet de nous dépasser, permet de nous questionner, permet de parler de n'importe quel sujet tabou. Que ce soit ton cul sur la commode, ou que ce soit deux hommes tout nus, ou que ce soit c'est ici que le jour, à un moment donné dans la salle, et ça c'est une magnifique phrase d'Ariane Mouchkine qui m'a transporté quand j'étais adolescent. Je la vois en interview, Ariane Mouchkine, en tout cet être qui se répand dans toute sa force. Et elle dit à sa troupe de comédiens, je pense que c'est Cobert d'ailleurs qui dit ça dans un de ses spectacles, et ça, j'étais tout jeune moi quand il y a deux personnes qui m'ont marqué, Cobert et Evenstadt. Ici, j'étais jeune comédien, j'étais comme ça. Mais moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, ça, ouais, c'est ça. Et Ariane Mouchkine disait au théâtre, ce soir, il y a une personne qui va venir pour la première fois au théâtre. Et il y a une autre personne qui va venir pour la dernière fois au théâtre. C'est pour ces deux personnes-là que vous jouez. Je trouve que c'est tellement juste. Pardon ? Pardon. C'est énorme. C'est pour ces deux personnes-là. Celle qui vient pour la première fois et celle qui viendra probablement pour la dernière fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après, il y a la mort. Si votre vie se situe entre deux néants, il faut bien la remplir. Et Moi, j'aime bien les abonnés aussi. ouais. Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, Michel, t'as un... J'ai vu d'ailleurs, t'as beaucoup d'abonnés. Hein. Chouette. Il faut des premières fois et des dernières fois. Ouais. Tout le temps. Moi, j'ai l'impression que, alors, à la fois dans la vie, mais aussi, mais ça on le voit dans le boulot, tu es un bosseur, tu es un perfectionniste. Ça vient d'où cette volonté c'est aussi une volonté de se dépasser, de se surpasser? Je pense Quelles que... que soient les activités que tu es menées, enfin, je veux dire,
Ben, je pense que je dois ça à mes sœurs. Dans l'éducation, il y a un moment quelque chose qui s'est transformé. Moi, j'ai des frères qui passent leur temps à glander. J'ai des amis qui passent leur temps sur la PlayStation, ou à se gratter les couilles, excusez-moi, mais sur Internet, à voir des trucs complètement complotistes, à longueur de journée. Et ils remplissent leur vie comme ça. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je pense que d'abord, ma définition de la culture, c'est s'arrêter et travailler. C'est s'arrêter et lire. C'est s'arrêter et partager. C'est s'arrêter et se questionner. C'est s'arrêter et observer. C'est s'arrêter et voyager. On sait très bien aujourd'hui, j'ai rien inventé, que le plus grand des voyages n'est pas celui du tour du monde ou du tour du cosmos. C'est toujours celui qui part de soi pour arriver à soi. On met parfois une vie juste à se comprendre, juste à s'accepter, juste à se respecter. Mais je pense qu'on doit commencer par là pour pouvoir respecter et accepter et aimer. Alors moi, j'ai pas envie je ne vis pas dans un monde de bisounours. Moi, je ne vis pas dans un monde, j'aimerais bien, ceci dit parfois, mais on ne vit pas dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je t'aime et tu sens bon sous tes bras. Non. On vit dans un monde difficile, où la pauvreté est difficile, où l'exclusion est difficile. Et c'était quoi ta question ? C'est pas grave. Non, je parlais de cette perfection. Ah ouais, c'est ça, c'était le travail. Oui. C'est presque... Scatanovis, c'est ça que tu voulais dire. Non, mais c'est pas une obsession, mais je sais que tu es quelqu'un qui travaille, qui n'est jamais content, qui retravaille, qui remet sur l'ouvrage, tu vois. C'est indispensable pour évoluer. Et en plus, je m'arrange dans ma vie pour l'être, pour le faire, et je m'arrange à travailler avec des gens qui sont dans cette même philosophie de travail. Et quand on dit travail, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un que parfois rester 1 heure à regarder par la fenêtre, c'est travailler. C'est en ça que je disais l'observation est importante. C'est en ça que je disais le contact qu'on peut avoir dans un échange. Voilà. Et faire rien, mais c'est pas ne rien faire. Exactement. Faire rien, ce n'est pas ne rien. Et puis, il y a cette fameuse, on en parlait aussi récemment ensemble. Eric, rappelle-toi, il y a quelques jours, lorsqu'on faisait une interview pour ton site, il y a une notion qui se perd, qui est la notion du temps long. Aujourd'hui, nous vivons dans un univers où tout va de plus en plus vite. Nous vivons dans un univers malheureusement un peu consumériste, un peu de périssable, où on a besoin d'une information, hop, on va chercher sur Internet. On a besoin de ceci, tout est accessible tout de suite, et on veut tout de suite. C'est pas tenable. C'est pas tenable parce qu'une fois que vous grattez le vernis, il n'y a pas grand-chose derrière. Moi, je pense qu'on a besoin de temps long, d'un temps qui fonctionne avec les saisons. Allez discuter avec certains jeunes. Je tombe dans beaucoup d'écoles. Hein. Il y a des gens, lorsque vous leur demandez des enfants de dessiner un poulet, ils vous dessinent un fiche-tic. Intéressant quand même, hein ? C'est intéressant ça. Lorsque vous demandez à certains jeunes enfants d'où vient le lait, ils vous dessinent un carton de lait. Oui, mais ça vient d'où ? Ça fait appel, et pas qu'à l'éducation. Le temps long nous permet de ne pas accepter la dictature de l'image, de ne pas agir uniquement que sur l'émotion, mais de s'arrêter, de lire une thématique. Quelques livres, parfois, ne la couvrent pas. Alors quoi, certains ont la prétention de dire qu'ils comprennent la géopolitique à coup de YouTube ou de télévision. Moi, j'y crois pas. Et c'est d'autant plus vrai avec l'art. Regardez tous les artistes qui nous ont précédés. N'ont fait que questionner notre société. Ils n'ont fait que ça. Et ils n'ont fait que prendre le temps pour la regarder, pour la critiquer, pour la faire changer. Et il ne s'agit pas de l'observer. Il s'agit aussi, et c'est peut-être ça qui est difficile, de voir le monde se transformer, mais d'avoir la capacité de se laisser transformer par ce même monde. Ça, c'est plus compliqué. Mais tu n'as pas l'impression quand même d'être un peu à contre-courant ? À contre-courant, si. Courant alternatif. Ça c'est fait. Non, mais d'être à contre-courant, parce qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus tournée vers le divertissement aussi. Parce que tu parlais de culture, parce que la culture, c'est beaucoup plus large que le théâtre et la littérature. C'est l'histoire, c'est les religions, c'est essayer de se connaître les uns les autres. T'as pas l'impression d'être à contre-courant et il t'arrive encore d'être de temps en temps optimiste avec la philosophie que tu as
les envies que tu as, les envies de dialogue, de connaissance, d'échange, dans un monde où, ici et maintenant, j'ai l'impression que c'est de moins en moins permis, autorisé, et que tout est réduit à simplement, on va se mettre la tête dans le sable, on va se divertir, et tant pis si ça pète à côté, quoi. Mais là, sur le coup, j'ai envie de te dire que là, sur le coup, je suis vraiment déprogien, quoi. Moi, les gens, j'ai un peu cette étiquette-là, mais moi, je suis convaincu que les étiquettes sont faites pour être retirées. Du mec hyper positif, en plus, purée, quoi. C'est un Bruxellois d'origine difficile qui s'exprime bien, en plus. C'est une espèce de faire-valoir. Ah, Touzani, quand même, ouais, bien. Hein, mais moi, là, je n'ai pas spécialement cette image que positive. Moi, en fait, c'est ce que les gens ne savent pas. Je suis, au même titre que Pierre Desproges, profondément pessimiste. Il disait une phrase qui est restée dans les annales et qui est anthologique aujourd'hui. Desproges disait « Je suis profondément pessimiste parce qu'un pessimiste, c'est un optimiste qui a de l'expérience. » Je trouve ça très... Il était un peu misanthrope aussi. Oui, mais comme beaucoup, sexiste, misanthrope, phallocrate, mais ça ne retire en rien son génie. Mais tu n'es pas misanthrope. Non, moi je suis profondément philanthrope et profondément altruiste. Ça, oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. J'aime vraiment les gens, tous les gens. Mais c'est un truc, je ne sais pas t'expliquer comment ça se fait. Enfin, il y en a d'autres qui me font chier, mais c'est plus au niveau... Ouais, un paquet d'ailleurs. On gratte un peu. Non, non, mais moi je pars d'un a priori positif. C'est-à-dire que je donne 100% aux gens. Et c'est la relation, l'expérience qui fait que ça diminue, ou pas. Mais tout va en diminuant. C'est comme le savon, hein, toujours en diminuant. C'est comme la vie. Oui, ça va en diminuant. Mais à partir de ce constat-là, c'est beaucoup plus facile pour moi. Surtout que je sais que ma vie se situe entre deux néants. Qu'avant, ma vie, je n'étais rien. Qu'après, je serai probablement plus rien. Donc c'est maintenant qu'il faut vivre. Mais je ne sais pas, moi, si je suis franchement isolé. D'abord, les artistes, pour moi, en Belgique, quels que soient les artistes, et tu sais très bien, toi qui accueilles énormément d'artistes, Eric, hein, depuis des années, 20 ans, tu les as rencontrés, tu les as interviewés, tu es parti les voir, tu as lu leurs bouquins, enfin, voilà. Donc à un moment, tu sais quand même sur le plan de la culture ce qui se passe vraiment en Belgique. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour tous les artistes, parce qu'être un artiste en Belgique, c'est déjà faire de la résistance. Ouais. Et comme vous résistez, quel que soit le milieu artistique, moi, je n'ai pas à donner des points en disant « j'aime plus ceci ». Moi, j'aime que les gens créent. Tant qu'ils ne se tapent pas sur la gueule, mais qu'ils créent. Alors, le divertissement, moi, me plaît. Tout est bien. Non, mais c'est pas ça. Tout à fait. Non, mais tout est bien, à condition d'en sortir. Tout est bien. J'ai juste envie de dire ça. C'est-à-dire que moi, que du divertissement, ça me gave. Que de l'information, ça me gave. Que du foot, ça me gave. Un peu de tout, comme le fromage belge, c'est pas mal. Je suis plutôt un partisan d'un peu de tout. Et après, chacun choisit son fromage. Il y en a qui puent, qui sont très bons. Il y en a qui sentent rien, qui sont dégueulasses. Et après, c'est la libre appréciation. Moi, je ne sais pas. Là, sur le coup, moi, je ne sais pas. Mais tant que nous sommes dans des dynamiques où nous ne regardons pas le monde avec les yeux de la mort, ça me plaît. Tout ce qui permet d'accélérer, d'accentuer cette pulsion de vie, d'ailleurs je crois qu'encore une des fonctions essentielles de l'artiste, c'est d'être un accélérateur à la compréhension du monde. Alors ça peut paraître très prétentieux, mais non, si vous analysez bien, c'est ce qu'ils font. Tous les artistes mettent à distance, ils mettent la distance nécessaire que pour pouvoir juste prendre du recul, dire « Ah tiens, le trait est un peu caricatural, mais là, il est empathique parce que là, je comprends. » Et moi, dans ma propre vie, je n'arrive pas à faire ce travail-là, où je n'ai pas le temps, où je travaille comme un forcené, et ça ne me permet pas de rencontrer ni ma femme, ni mes enfants, ni mon chien, ni mon chat, et tout le restant de la famille. Mais bon, voilà. Et donc, pour répondre à ta question, je ne pense pas être le seul, et je suis très, très, très solidaire de tout ce qui passe, et même de ce que je n'aime pas. Et il y a beaucoup de choses que je n'aime pas sur le plan artistique, mais je trouve magnifique que ça puisse exister. Existons dans cette diversité-là. Moi, la diversité, c'est là qu'elle se situe. Elle se situe au niveau de la pensée plurielle, de la diversité artistique. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai un peu marre de ces concepts un peu trop liés à l'immigration, diversité, quota et compagnie.
Moi, je préfère l'égalité, je l'ai dit au début. Je préfère, Eric, que tu sois mon égal, que tu sois mon différent. Parce que là, au moins, on va se mettre d'accord sur nos valeurs et on va se dire, OK, on va pouvoir avancer main dans la main. Le jour où on ne parlera plus de quotas, on sera peut-être dans un monde Ouais. différent, un monde meilleur. Oui. Mais en fait, ça dépend du contexte. Tu sais, le contexte est toujours plus fort que le cortex. Et une fois qu'on a compris ça, ouais. Alors, qu'il y ait des quotas, moi, aux États-Unis, je le comprends. En Afrique du Sud, je le comprends. Aux États-Unis, purée, quoi. Attends, il a fait une guerre civile autour de la question de l'esclavagisme pour comprendre si on allait pouvoir s'entendre ou pas. Donc, il est logique dans l'historiographie des États-Unis que les quotas soient insérés. En Afrique du Sud, avec un régime d'apartheid aussi. Mais en Belgique, attends, purée, quoi. Alors déjà, moi, j'ai toujours été contre les accommodements raisonnables. Moi, je comprends pas pourquoi nous devons toutes ces différences. La différence est une richesse, il n'y a pas photo là-dessus. Mais à partir du moment où vous l'imposez à l'autre, tous ces particularismes effrénés remettent en question le principe d'égalité. Et c'est en ça que c'est dangereux. Parce que, moi je veux bien, moi, les religieux. D'ailleurs, quand je tourne dans les écoles, ça ne plaît pas à tout le monde, pour la question du halal ou du kasher ou du voile. Je dis, écoutez, mais attendez, mais pourquoi est-ce que vous venez avec ça, quoi? Mais, ok. Alors je suis face avec des profs, un peu en panique, face à des élèves issus de l'immigration ou pas, d'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de stigmatiser, des voilés ou pas, mais je leur dis, écoute, on ne va pas parler du voile, s'il vous plaît. Moi, là, je suis un artiste et je vais vous parler de mes concepts philosophiques. Je suis profondément un adepte du pastafirisme. Pastafirisme, c'est quoi? Mon Dieu est un spaghetti géant. Avec 2 boulettes, comme Dieu, et je suis pastafirien. Alors là, ils me regardent comme ça. Ok, ils sentent que là, sur le coup, je plaisante, mais ils acceptent. Et je leur dis, bon, notre religion nous oblige à bouffer un spaghetti bolognaise tous les jours. Alors, de 2 choses l'une. Si moi, je suis dans votre école, est-ce que je veux vous imposer à bouffer un spaghetti bolo tous les jours? Ils me disent, oh ben non. Et est-ce que je vais vous imposer de venir avec une passoire sur la tête? La religion me la demande. Alors, ils font tout ça. Non! Ça vous fait penser à rien d'autre. Mais ça, c'est important parce que c'est aussi un truc, c'est l'humour. T'es seul en scène, poser toutes ces questions. Ouais. Mettez à plat, voilà, mais à travers le rire. Quand tu travailles avec Richard Rubel, c'est aussi, alors symboliquement, voilà. Énorme. C'est énorme. C'est pour des spectacles qui sont destinés à faire rire les gens. Exact. La place du rire. Là. Parce que, voilà, Charlie Hebdo était aussi censé faire rire, faisait rire. On voit ce qui est arrivé. Est-ce que c'est pas, oui, une arme, mais une arme qui est devenue dangereuse aujourd'hui? Écoute, la problématique... Tu as pratiqué, enfin, tu pratiques Oui, depuis 15 oui. ans. Avant même de parler de Charlie Hebdo, rappelons-nous le nom de la rose. C'est toute l'histoire du nom de la rose. Toute l'histoire du nom de la rose. Donc, à un moment donné, on s'aperçoit que le fait religieux, lorsqu'il est dogmatique, lorsqu'il s'impose à vous, ne permet pas la place de ce qui est différent. Et il ne permet pas le rire. Pourquoi? Parce que le rire désacralise. Le rire met à distance. Le rire, je vous dis qu'en fin de compte, nous ne sommes faits que pour passer, et nous sommes ici que pour passer, que ça relativise. Or, on a besoin, à travers le fait religieux, d'ailleurs, et l'idéologie quelle qu'elle soit, parce qu'on pourrait parler du stalinisme, du communisme, de toute idéologie, ou le fascisme, ce sont des gens qui ne laissent pas de la place au rire. Le rire est le symbole pour moi de la vie. Parce que, d'abord, ça vous permet d'exorciser. On lâche prise quand on rit. Et regardez, vous pouvez rarement vous faire rire vous-même. Analysez, c'est toujours l'autre qui vous fait rire. Et c'est toujours le regard de l'autre qui me renvoie à ce que je suis. En revanche, vous pouvez pleurer sur vous
toute votre vie parce que précisément c'est sur vous que vous pleurez. Et donc la fonction du rire, encore une fois, elle est cardinale. Regardez, lors de la guerre civile en Algérie, 220 000 morts quand même. On a commencé par tuer qui? Les artistes, les humoristes, ensuite les journalistes. Et on a fait la même chose pendant 3 siècles et demi de guerre de religion, parce que là on pourrait croire que l'islam a le bon, ouais, mais non, 3 siècles et demi de religion quand même, et ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, quoi, en Irlande, chez nous en Europe, j'ai envie de dire. Et donc le rire n'est pas bienvenu, parce que le rire, d'ailleurs souvent associé à la femme, intéressant quand même, hein. C'est pervers, c'est diabolique, c'est non, on ne rit pas, et moi j'en ai marre de ça, moi j'en ai marre du déni du corps. J'en ai marre du déni de la femme. J'en ai marre du déni de ce que l'on peut être. Que chacun soit ce qu'il a envie d'être, en riant ou en pleurant, chez lui ou à l'extérieur. Moi, j'ai envie, au même titre que Salman Rushdie, de bouffer, de boire mon Saint-Émilion et de manger mon jambon beurre, sans pour autant que qui que ce soit m'emmerde. Et en revanche, je me revendique bruxellois, echt bruxellaire, né à Bruxelles dans les Marolles, mais maroxellois, mais de culture berbéro-arabo-musulmane aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est pour ça que je trouve que le livre de pas Salman Rushdie, de Amin Maalouf, Les identités meurtrières, je le conseille à tout le monde d'ailleurs depuis 20 ans, est pour moi mon horizon indépassable. Tu veux que je continue ou que je m'arrête là? Je me suis dit, je vais... Mais creusons ce sillon, justement, Amin Maalouf, je te sers. Ah oui, il n'y en a plus. C'est pas grave, tiens, voilà. Non, je t'en prie. Mais non. Non, mais creusons justement Amin Maalouf. Pourquoi c'est une sorte de livre cardinal? Mais oui, mais Amin Maalouf, c'est... Alors, il y a Camus, oh, il y en a plusieurs. Il y a Camus, il y a des proches. il y a Salman Rushdie, il y a Taslima Nasrin, il y a tous les nouveaux philosophes de ce qu'on appelle, enfin les anciens philosophes et les nouveaux philosophes, les nouveaux penseurs de l'islam aussi, qui malheureusement ne sont pas assez lus. Rachid Benzine, Abd Nour Bidar, Abdelwahab Medeb, il parle arabe ici, c'est quoi? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce ne sont que des noms et des intellectuels. Et puis il y a Kafka, enfin il y a Shakespeare, il y a Rabelais, J'ai longtemps, et je continue à jalouser ma bibliothèque. Là, je pense que je suis à 22 livres de retard. Je pense que à chaque fois qu'on lit un livre, on augmente notre humanité et notre capacité à avoir une mémoire. C'est Primo Levi qui disait « oublier, c'est tuer son humanité ». Je pense que les livres, chaque livre, possède cette mémoire-là, qui est une mémoire de civilisation, qui est une mémoire dans le petit détail, bah oui, le diable est dans les détails, qui est toutes ces petites libérations qui nous constituent. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'est la liberté, en fin de compte. C'est des grands thèmes, des grands mots. Mais je sais ce que sont toutes ces petites libérations. Un petit mot par-ci, un petit mouvement par-là, une rencontre par-ci. Oh, merci, Paty. Je t'embrasse. Tu vas bien? Ça va. Vas-y, merci. Ça va, vous n'avez pas trop soif? Ouais. Je vois que c'est régime halal kasher, Michel. Hein, tu sais, moi, que j'aime bien mon rouge, mais genre, tu... Après, hein. Un peu de discipline. Ouais. Merci. Non, mais tu parlais de Primo Levi. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le temps long, parce que Primo Levi, ce qu'il a écrit, le monde n'était pas prêt à l'entendre au moment où il l'a écrit. Et je sais qu'il y a des éditeurs qui ont refusé de le publier, et que ce n'est que 10-15 ans plus tard que sa parole a pu être éditée, libérée, connue. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, pour parler de l'immigration italienne, il a fallu que des enfants de ces premiers immigrés italiens d'après-guerre, cette parole a pris 30 ans, elle a mis 30 ans à être libérée. Pour l'immigration marocaine, même chose. Il faut du temps pour tout ça, non? Oui, il faut du temps. À la seule différence de l'immigration italienne, espagnole, portugaise ou juive qui est venue avant ou polonaise, avant d'ailleurs l'immigration marocaine, les accords sont faits qu'en 1964, il y a quand même une différence de taille.
pour comprendre la manière dont fonctionne la Belgique, avec tous ces flux et ces reflux migratoires, d'abord, il serait bien d'inscrire l'histoire de l'immigration dans les manuels. Ça permettrait de comprendre que... Et des colonies aussi. Exactement. Mais ça permet de comprendre une chose très simple. D'abord, c'est que tous autant que nous sommes des étrangers. Seulement, il y en a qui le sont depuis un peu plus longtemps que d'autres. C'est tout. Anne Morelli a écrit l'histoire de l'immigration de la préhistoire à nos jours, et elle dit une idée très simple, en substance, qu'elle défend durant tout son livre, c'est qu'elle va chercher le premier immigré, le premier Belge. Et elle s'aperçoit que le premier Belge date d'il y a 7000 ans, et il est hongrois. C'est intéressant quand même. C'est là que je dis qu'à partir... Encore, on est dans le temps long, là. Parce que ça, hop, on s'élève, on est loin, hein, là. Et tout d'un coup, on se dit, ah mais oui, mais nous sommes tous mélangés quelque part. Cette idée-là me plaît. Cette idée-là de métissage me plaît. Je pense que moi, je raisonne en termes d'humanité. Nous sommes, nous sommes tous des êtres humains, des hommes et des femmes constitués d'une conscience qui nous permet d'avoir conscience. Et justement, à travers la littérature, à travers la culture, on peut transmettre. La transmission, c'est quand même magnifique, magnifique outil. Nous passons notre temps à transmettre. Nous parlons, nous écrivons, nous jouons, nous transmettons une mémoire. C'est ce que Primo Levi fait. Et donc, je voulais réagir sur ce que tu disais. Oui, j'ai oublié d'ailleurs sur Primo Levi. Par rapport au temps qu'il a fallu pour que le monde... Voilà, pour comprendre, c'est ça. Voilà, plusieurs temps. Alors, il y a une différence de taille avec les Belges d'origine marocaine et d'origine turque, pour ne parler de ceux-là à Bruxelles, c'est qu'il va falloir deux choses, me semble-t-il. Un, que certains politiques arrêtent de caresser dans le sens électoral du poil, sous prétexte que l'islam est la religion des damnés de la terre, trouver des circonstances atténuantes même à ce qui est innommable, même à ce qui est intolérable. Deux, les accepter comme des citoyens à part entière aussi. Mais la Belgique le fait de plus en plus. Il y a des ministres d'origine marocaine, Elio Di Rupo, lui-même est un Italien qui est passé par là. Mais il va falloir pour ça une chose qui me semble importante, celle d'être en rupture totale avec les dictatures des pays d'origine. Il est inconcevable que certaines communautés soient gérées par l'étranger. Le Maroc par le Maroc avec son entrisme au sein même des partis politiques et la Turquie par Ankara. Il n'y a qu'à voir la manière dont est géré l'exécutif des musulmans. Ce n'est pas les citoyens belges musulmans qui le gèrent, c'est piloté par ailleurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce que nous avons vécu hier à Paris, je vous signale quand même que c'est au nom de la Oumma que ces cinglés tuent, c'est-à-dire d'une communauté totalement abstraite de croyants. C'est à ce nom-là. Et cette idéologie, elle est fomentée, elle est organisée, elle ne tombe pas du ciel. Enfin, si, elle tombe du ciel, mais elle est orchestrée. C'est une idéologie délétère qui tue. Comment se fait-il qu'en Belgique, nous sommes le pays au monde où nous envoyons le plus d'enfants se combattre en Syrie ? Est-ce que vous le saviez seulement ? C'est catastrophique. Alors moi, je n'ai pas envie de créer la panique ni la zizanie. Non, moi, je suis pour la force de l'échange. Mais il faut pouvoir nommer. Lorsque, le 11 janvier, nous étions dans les manifestations en faveur de Charlie Hebdo, il n'y avait qu'une vingtaine d'amis à moi qui ont eu le courage d'indiquer sur leur calicot que c'était un attentat islamiste et antisémite. Alors moi, je veux bien que nous soyons un pays des compromis. J'aime bien le compromis. J'aime le compromis à la belge, mais sincèrement. Mais ne passons pas de grâce des compromis aux compromissions. Ne bradons pas nos valeurs. Restons forts à l'endroit de nos valeurs. Nos valeurs, c'est la laïcité de l'État. Nos valeurs, ce sont des États de droit. Nos valeurs, ce sont le respect, la liberté, la mixité, l'égalité, la fraternité. Sur ça, nous ne devons pas battre en brèche. Nous ne devons pas nous soumettre. Que dire après ça ? Ceux qui ont l'habitude de ce genre de rencontres
savent qu'il reste toujours un petit quart d'heure, mais là ce sera un tout petit quart d'heure, de questions pour le public. Et je ne sais pas s'il y a un micro, il y a un micro qui est là, il y a déjà une main qui se lève. Donc voilà, vous avez à peu près 10 minutes pour continuer cette passionnante conversation avec Sam et lui poser quelques questions. Monsieur au premier rang, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sam. Bonsoir. Juste une petite question, parce que j'ai revu récemment donc, l'émission que vous avez préparée sur Questions à la Une, suite aux attentats, etc. Et il y a une personne qui m'a vraiment frappé, c'est votre mère. Mm. Hein, il y a un tout petit passage, vous vous souvenez, vous avez dit, je vais poser la question à ma mère, est-ce que tu es ou tu n'es pas Charlie? Votre mère, non, Charlie. Et elle a dit ça. Et exact. Je trouvais que c'est extraordinaire. Je me demande si c'est pas votre mère qui vous a transmis quelque part cette ouverture d'esprit, cette humanité, cet humanisme dont vous faites partie et qui fait peut-être un peu défaut dans le milieu, on va dire, ou en tout cas c'est ce qu'on imagine être le milieu d'origine ou d'extraction maghrébine, etc. Donc votre mère... Il y a deux choses dans ce que vous dites. Je pense, oui, d'abord, elle m'a transmis la vie. C'est très concret, ça, pour moi. J'allais dire, je sais d'où je viens. C'est très clair. C'est un accouchement. Il n'y a pas une plus belle métaphore que celle de donner la vie à quelqu'un. Et il y a une transmission qui se fait par la vie. D'abord, en tant que telle. Et ensuite, assez rapidement, il faut une structure pour pouvoir cheminer tout au long de cette vie. Ça se remplit par de la pensée, une remise en question, de la souffrance aussi, un questionnement. Et lorsque je suis parti tendre le micro à ma maman 10 minutes avant qu'elle ne parte en avion, il faut savoir que ma maman, là c'était le 29 avril, a bientôt 80 printemps. Et profondément, d'abord c'est une femme magnifique, d'abord c'est ma mère, on va se calmer là. Je dis ça, je dis rien. Et rien que pour ça, elle est magnifique. Mais ce qui est super avec Madame Touzani, c'est le bon sens. Lorsque je lui dis, maman, après avoir passé et avoir posé la question politique, à gauche, au centre comme à droite, il y en a qui étaient très clairs sur le oui, il y en a qui étaient très clairs sur le non, je ne suis pas Charlie, oui, je suis Charlie, ou oui, mais, le pire, oui, mais. Ma maman n'a eu aucune ambiguïté. Elle a pris le micro et elle m'a répondu en marocain dialectal. Je lui dis, ouais, maman, est-ce que tu es? Ah là, tu n'es pas Charlie. Ma maman, qui est arrivée avec son foulard, elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, vous l'idée. Et bien sûr. En marocain dialectal, je lui fais tout de suite la traduction. Mais bien sûr, je suis Charlie. Anna, je suis Charlie. Pourquoi? Est-ce que les gens... Et elle prend le journal, avec Charlie Hebdo, avec le prophète, tout est pardonné. Et elle le regarde. Est-ce que les gens ne comprennent pas que ça, c'est un simple bout de papier? Est-ce que les gens ne comprennent pas que ça, c'est le symbole de la liberté d'expression? Est-ce que les gens ne comprennent pas que ça, c'est la liberté individuelle? Que tu sois musulman, juif, chrétien ou athée, là elle m'a regardé comme ça en faisant... Elle m'a regardé du coin de l'œil en disant, c'est pour toi que je dis ça à mon fils, mais on fait comme si de rien n'était. Elle me dit, tu penses que c'est ça qui va ébranler ma foi? Tu crois que c'est ça qui va mettre une distance entre moi et ma croyance? Non. Et ça, je trouve ça d'une force inouïe. C'est pour ça d'ailleurs que souvent je dis, même si je suis un militant athée et un profondément libre penseur, moi je n'ai pas de problème avec Allah. J'ai déjà réglé le problème. Non, je n'ai pas de problème avec Allah. J'ai un problème avec son fan club. Encore une question? Est-ce qu'il y a encore une question pour clôturer? Ah, madame, et ce sera, je pense, la conclusion, puisqu'il reste 2 minutes. Bonsoir.
Bonsoir. J'ai entendu récemment une interview d'un des réalisateurs de Black qui vous désignait comme un passeur. Il a dit que grâce à vous et à d'autres personnes, des personnes comme lui avaient pu accéder à la réalisation et avaient pu réaliser un film comme Black. Est-ce que vous vous ressentez comme ça ? Écoutez, d'abord, je n'ai pas vu malheureusement le film, donc je ne peux pas réagir. Je ne savais pas que les réalisateurs avaient dit ça. En général, dès qu'il y a un réalisateur d'origine un peu difficile qui fait un film, il commence par me critiquer en disant « Ouais, le mécréant, celui qui critique le Maroc, qui n'aime pas la religion. » Donc là, pour une fois, il y a un truc positif. Donc je prends, comme dirait l'autre. Mais vous savez, il y a une chose, ces 20 dernières années que j'ai pu analyser. Je ne représente d'abord personne, si ce n'est moi-même. Et je n'ai de cesse de le dire. En revanche, un peu à mon insu, je suis devenu, par moments, une espèce de référent positif pour certains. Eh bien, tant mieux. Qu'ils fassent de ça ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas cette impression-là. Moi, j'ai l'impression juste de me construire. Alors peut-être, là, oui, sur le coup, j'aime bien l'image de passeur de lumière, de réverbère. Merci à toi. Merci.